Bonsoir tout le monde, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. C'est avec un plaisir tout particulier, je vous retrouve pour la suite de la lecture de L'île mystérieuse de Jules Verne, un roman qui est paru en 1875 et qui a rencontré un succès immédiat auprès du public parce qu'ils ont vendu quand même 44 000 exemplaires du vivant de l'auteur. La classe quand même, Jules, bravo. Alors, évidemment, Jules Verne, avec son île mystérieuse, il a inspiré un bon nombre d'artistes, beaucoup de cinéastes. En effet, l'île mystérieuse a été adaptée au moins 6 fois au cinéma. Elle a aussi été adaptée à la télévision. Ça a été la source d'inspiration de 2 jeux vidéo, figurez-vous, et de quelques bandes dessinées. Donc c'est pas mal. Je vous propose tout de suite de se replonger dans la lecture de L'île mystérieuse de Jules Verne, sans plus attendre. Que s'est-il passé? Eh bien, figurez-vous que 5 voyageurs se sont échoués sur une île déserte, sur un îlot. Hélas, on a perdu Cyrus Smith au passage avec son petit chien, Top. Ils ont disparu. Et là, il y a ces 4 potes qui sont en train d'essayer de partir à sa recherche. Est-ce qu'on va retrouver Cyrus Smith, qui est un petit peu quand même le leader de la bande? On l'espère. On va découvrir ça tout de suite. Si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas en utilisant le hashtag VBN. Vous savez dessous. Alors je vous souhaite une très bonne lecture. C'est parti. Hé, ce sont des moules! S'écria le marin. Voilà de quoi remplacer les œufs qui nous manquent. Ce ne sont pas des moules, répondit le jeune Harbert, qui examinait avec attention les mollusques attachés aux roches. Ce sont des lithodomes. Et cela se mange-t-il? Demanda Pencroff. Parfaitement. Alors, mangeons des lithodomes. Le marin pouvait s'en rapporter à Harbert. Le jeune garçon était très fort en histoire naturelle et avait toujours eu une véritable passion pour cette science. Son père l'avait poussé dans cette voie en lui faisant suivre les cours des meilleurs professeurs de Boston, qui affectionnaient cet enfant intelligent et travailleur. Aussi, ses instincts de naturaliste devaient-ils être plus d'une fois utilisés par la suite. Et pour son début, il ne se trompa pas. Ces lithodomes étaient des coquillages oblongs, attachés par grappes et très adhérents aux roches. Ils appartenaient à cette espèce de mollusques perforateurs, qui creusent des trous dans les pierres les plus dures et leurs coquilles s'arrondissaient à 2 bouts, disposition qui ne se remarque pas dans la moule ordinaire. Pencroff et Harbert firent une bonne consommation de ces lithodomes qui s'entrebâillaient alors au soleil. Ils les mangèrent comme des huîtres et ils leur trouvèrent une saveur fortement poivrée, ce qui leur ôta tout regret de n'avoir ni poivre, ni condiments d'autre sorte. Leur faim fut donc momentanément apaisée, mais non leur soif, qui s'accrut après l'absorption de ces mollusques naturellement épicés. Il s'agissait donc de trouver de l'eau douce. Il n'était pas vraiment semblable qu'elle manquât dans une région si capricieusement accidentée. Pencroff et Harbert, après avoir pris la précaution de faire une ample provision de lithodomes, dont ils remplirent leurs poches et leurs mouchoirs, regagnèrent le pied de la haute terre. 200 pas plus loin, ils arrivaient à cette coupée par laquelle, suivant le pressentiment de Pencroff, une petite rivière devait couler à plein bord. En cet endroit, la muraille semblait avoir été séparée par quelques violents efforts plutoniens. À sa base s'échancrait une petite anse dont le fond formait un angle assez aigu. Le cours d'eau mesurait là 100 pieds de largeur et ses 2 berges de chaque côté n'en comptaient que 20 pieds à peine. La rivière s'enfonçait presque directement entre les 2 murs de granit qui tendaient à s'abaisser en amont de l'embouchure. Puis, elle tournait brusquement et disparaissait sous un taillis à demi-mile. Ici l'eau, là-bas le bois, dit Pencroff. Eh bien, Harbert, il ne nous manque plus que la maison. L'eau de la rivière était limpide. Le marin reconnut qu'à ce moment de la marée, c'est-à-dire la basse mer, quand le flot montant n'y portait pas, elle était douce. Ce point important établi, Harbert chercha quelques cavités qui put servir de retraite. Et ce fut inutilement.
Partout la muraille était lisse, plane et d'aplomb. Toutefois, à l'embouchure même du cours d'eau et au-dessus des relais de la haute mer, les éboulis avaient formé non point une grotte, mais un entassement d'énormes rochers tels qu'ils s'en rencontrent souvent dans les pays granitiques et qui portent le nom de cheminées. Pencroff et Harbert s'engagèrent assez profondément entre les roches, dans ces couloirs sablés, auxquels la lumière ne manquait pas, car elle pénétrait par les vides qui laissaient entre ces granites, dont quelques-uns ne se maintenaient que par un miracle d'équilibre. Avec la lumière entrait aussi le vent, une vraie brise de corridor, et avec le vent, le froid aigu de l'extérieur. Cependant, le marin, pensant qu'en obstruant certaines portions de ces couloirs, en bouchant quelques ouvertures avec un mélange de pierre et de sable, on